le roman espagnol au miroir de l'histoire, origine et postérité de Don Quichotte, conférence de clôture. Moi, quand j'ai vu tout ça, quand même, je me suis un peu effrayé. Conférence me paraît déjà un gros mot presque, donc j'aurais préféré causerie. Et puis là, cette clôture, je sens que c'est quand même un moment où on commence à penser au départ, etc. Donc je vais essayer de vous garder avec moi le plus possible dans cette causerie. Donc ça, c'est un premier bémol. Et l'autre bémol concerne surtout la partie postérité. Je trouve qu'on a beaucoup parlé du roman espagnol contemporain et des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Aussi, je crois que je vais carrément zapper cette partie de mon engagement, à savoir la postérité de Don Quichotte. On va en parler tout de suite et puis après on n'en parlera plus. Un peu comme les ossements de Cervantes, hein. On en a parlé, on n'en parlera plus. Voilà. Alors, parlons-en, oui, il y a eu toute une génération de romanciers très connus, je ne sais pas, je vais citer un ou deux noms, puis Francisco Ayala par exemple, ou Torrente Ballester, qui ont été non seulement des lecteurs de Cervantes, mais des critiques de Cervantes. C'est-à-dire qu'ils ont publié des bouquins sur Don Quichotte, sur Cervantes, et donc vraiment ceux-là se sont posés comme de véritables héritiers de Cervantes. Est-ce que tout le monde m'entend là? C'est bien? Parfait. Donc voilà, là c'est une génération, on peut dire que des années 50 aux années 70, et puis il y a un très bon travail qui a été fait par un professeur d'université qui s'appelait Gonzalo Sobejano, qui a fait sa carrière aux États-Unis et qui a publié un ouvrage qui s'intitule Cervantes, la novela espagnola contemporanea, et dans cet ouvrage il y a deux parties et il y a notamment un chapitre entier qui est consacré à Cervantes. Petite anecdote, j'ai recherché cet ouvrage évidemment pour préparer la conférence. Et surprise, à la bibliothèque universitaire de Toulouse, j'ai sorti le bouquin, et quand j'arrive chez moi, je regarde où était le chapitre Cervantes, il n'y était pas, il avait disparu. Et ne croyez pas qu'on avait arraché les pages, c'était un exemplaire défectueux. Alors depuis, il est en commande, si vous voulez le lire, il faudra attendre qu'il soit arrivé et enregistré. Voilà. C'est toujours comme ça avec Cervantes, il se passe des choses un peu incroyables, comme avec Don Quichotte. Bien, alors, sur la partie la plus contemporaine, parce que Gonzalo Sobejano, il va jusqu'à 95, bon, et il est décédé aujourd'hui d'ailleurs. Donc sur la partie plus contemporaine, j'ai essayé de me renseigner pour voir qu'est-ce qu'il y avait chez les écrivains d'aujourd'hui, concernant donc l'influence de Cervantes chez les romanciers actuels. Et j'ai été un peu surpris. D'abord, j'ai pris un ouvrage qui a été publié par un collègue hispaniste de Lyon, la littérature espagnole contemporaine. Je suis allé voir à l'index. L'index, donc, je regarde Cervantes Saavedra, virgule, Miguel D. Bon, je dis, c'est bien mon homme, et je vois qu'il y a 12 références. Donc, je vais chercher dans son livre, et je regarde la première référence, et je vois Institut Cervantes. Institut Cervantes, Institut Cervantes. Vous n'allez pas me croire, sur les 12 références, il y en avait 10 qui concernaient l'Institut Cervantes. Ça n'avait rien à voir avec Miguel de Cervantes Saavedra, puisque l'Institut Cervantes, c'est comme l'Institut Goethe, c'est une marque Cervantes. Voilà, c'est la marque de fabrique de la culture espagnole. Donc, ça m'a donné quand même une idée sur ce que pouvait être l'importance de cette fameuse influence de Cervantes. En fait, cette influence, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas observable, elle est, je crois, elle est passée dans la mémoire, c'est une langue, quoi. Disons, les romanciers parlent Cervantes comme on parle espagnol ou comme on parle français. Donc, Victor del Árbol, qui était ici, me l'a confirmé. Il m'a dit, personne n'a lu Don Quichotte, mais tout le monde est plein de cervantisme. Et j'ai même rencontré récemment à Toulouse un écrivain, un peu de la même génération à peu près qu'Alphonse, qui est en même temps professeur catedrático donc à l'université d'Alcalá de Henares, Joaquín Rubio Tobar, pour ne pas le nommer. Je ne sais pas si quelqu'un a lu un de ses romans, mais enfin il était là pour présenter un roman intitulé Alguien envenena a los pájaros. Quelqu'un donc empoisonne les oiseaux.
Un titre intéressant, a priori. Alors, je lui dis, mon souci, je lui dis, là, dans 15 jours, je vais parler là, de l'influence de Cervantes sur les romanciers contemporains. Et il me dit, pues mi novela, mon roman, c'est tout Cervantes. Ah, j'ai dit, très bien. Je ne me souvenais pas qu'il y avait des oiseaux empoisonnés dans le Quichotte, mais enfin bon, et après tout, pourquoi pas. Et donc, je vais voir, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas de Cervantes. Alors, au bout de 40 pages, il y avait un détective qui m'a fait penser à Pepe Carvalho, vous savez, le détective de Vázquez Montalbán, mais rien qui me fasse penser à Cervantes. Donc, pas d'oiseaux empoisonnés, et je vous rassure tout de suite aussi, il n'y a pas de baleines, pas d'espadons, donc je n'aurai pas trop de matériel pour vous faire rire, comme a pu le faire tout à l'heure Kiko Herrero. Et pas non plus, la tête de mon oncle n'est pas non plus dans un placard. Et son nom est inscrit sur une plaque d'un mémorial, d'un de ces mémoriaux, mémorial de la mémoire, de ces lieux de mémoire dont on a parlé tout au long de notre colloque, de notre banquet. Et sur le front, c'est un des disparus de la bataille de l'Èbre. Donc vous voyez, on repasse du burlesque au sérieux, et tout ça pour dire que ce que je vais dire maintenant est très sérieux, comme vous allez voir. Et je vais surtout parler de la genèse, donc du Don Quichotte, de ses rapports avec l'histoire et des rapports que le roman entretient avec l'histoire. Donc la première partie, ça pourrait être un peu l'histoire dans tous ses états. Et vous allez voir dans quel état. Alors c'est un vrai... Au départ d'ailleurs, l'histoire, il faudrait peut-être dire que c'est d'abord l'historiographie, bien sûr, ce sont des textes, ce sont des illustrations éventuellement. Et cette historiographie n'a absolument rien à voir, bien sûr, vous le savez, avec la conception de l'histoire que l'on peut avoir aujourd'hui. D'abord, cette histoire n'est pas simplement le récit des faits, ce n'est pas une recension, c'est une célébration. C'est une célébration des faits et une célébration des hauts faits, généralement, donc des exploits et des grandes figures. Bon, par exemple, le Cid ou bien la bataille de las Navas de Tolosa. Voilà, c'est ça l'historiographie. On raconte les hauts faits. Et vous allez voir, c'est important par la suite, lorsqu'on passera du côté de la littérature, et on célèbre les grandes figures. La plupart des historiens sont des clercs, ils sont attachés d'ailleurs à la personne d'un monarque ou d'un grand seigneur, et donc ils sont tout naturellement dans cette forme de célébration qui caractérise l'histoire de ce temps-là et de ses origines quasiment. À côté de l'historiographie, il y a une branche qui se développe, mais qui est quasiment... C'est tellement entremêlé, c'est la géographie, c'est-à-dire l'histoire non pas des hauts faits, mais l'histoire des prodiges que les saints ont réalisés, l'histoire des miracles, l'histoire des martyrs. Donc la géographie qui est quasiment indissociable elle aussi de l'histoire politique. J'en veux pour preuve le fait que la reconquête commence avec la bataille de Clavijo, la victoire à la bataille de Clavijo, où on voit apparaître Saint-Jacques sur le front des troupes. Saint-Jacques, vous allez voir, on va en parler et en reparler, mais c'est une façon d'associer le sacré au politique. Et ça, on trouve ça dans l'Antiquité, à la bataille de Milvius, par exemple. L'empereur Constantin voit dans le ciel, la veille de la bataille, il voit une inscription In hoc signo vinces. Par ce signe, tu vaincras. Et ce signe, c'est le signe de la croix. Alors, il se convertit et le christianisme, qui était jusqu'alors une secte, devient une religion officielle défendue par l'empereur. Évidemment, il a gagné la bataille. Reprenons ces fibres historiographie à géographie et allons du côté de la littérature. Qu'est-ce qu'on trouve du côté de la littérature? On trouve tout de suite un point de contact, puisqu'on disait que c'était la célébration des hauts faits, et là, dans la littérature, l'épopée, évidemment, développe exactement la même thématique, sauf que ces hauts faits, des chevaliers, des preux, etc.,
sont un petit peu, disons, transfigurés, améliorés. C'est une version améliorée quoi, de l'histoire avec des chevaliers qui, par exemple, sont capables de défaire 200 ennemis en se tenant sur un pont et empêchant toute une armée de passer. Mais vous savez, on trouve ça aujourd'hui dans les blockbusters, les films hollywoodiens, là où on voit des prodiges accomplis par des super-héros semblables à ceux qui étaient dans le roman de chevalerie. Donc le roman de chevalerie, qui est une des branches, bien sûr, de la littérature, ce n'est pas toute la littérature, il y a aussi la littérature pastorale qui célèbre l'utopie de l'Arcadie, d'un monde idyllique où il y a des bergers, des bergères, bien sûr, et des moutons, et tout ça avec des petites faveurs autour du cou. Donc, un monde idyllique, mais il y a à côté, donc, ces romans de chevalerie où on coupe un chevalier en quatre d'un seul coup d'épée, où ça explose de partout, et il y a vraiment, c'est de la littérature à sensation. Donc on a un point de contact entre le roman de chevalerie, qui va jouer un grand rôle dans la jeunesse du Don Quichotte, et l'histoire, de par le seul fait qu'il s'agit de célébrer, de raconter des exploits, et des exploits plus ou moins extraordinaires. Ce point de contact va devenir un point de fusion, ou même de confusion, par le fait qu'il y a une terminologie flottante, à savoir que les mots historia et chronica servent dans des intitulés de romans de chevalerie. Le mot roman n'ayant pas d'équivalent en espagnol, à la différence du français où on a le roman de renard dès le Moyen-Âge, le mot roman en espagnol n'existe pas et le mot novella qui va lui correspondre n'apparaît que tardivement, ou il apparaît relativement tôt, mais avec un autre sens. Il désigne non pas le roman, mais la nouvelle, donc le récit bref. Novelas ejemplares. Donc on n'a pas de mot pour désigner le roman, on l'appelle histoire. Et du coup, ça flotte un peu. Historia ou crónica, historia del rey no sé qué, crónica del caballero no sé qué. Bon, enfin, toute cette terminologie rend les choses compliquées. Et d'autant plus que, alors là c'est valable aussi bien pour le français que pour l'espagnol, le mot historia est lui-même ambigu. Histoire en français c'est aussi bien une histoire que raconte Toto à la maîtresse, là, je sais pas, enfin une histoire, n'importe quelle histoire, et c'est aussi l'histoire avec un H majuscule, donc l'histoire des événements qui ont réellement existé. Cette confusion n'existe pas, par exemple, dans les pays anglo-saxons, où on a story, pour l'histoire qu'on raconte, storytelling, et où on a history, avec un H et un I devant le S, pour désigner l'histoire, les événements historiques. Bref, on a un problème de terminologie qui... Il y a une intervention là Je me suis trompé Non. Bon, et donc on a une terminologie qui est flottante, qui est confuse, et qui entretient évidemment les confusions entre l'histoire et le roman de chevalerie, qui va devenir un exposant privilégié, enfin une cible privilégiée pour Cervantes, qui va prendre le roman de chevalerie comme cible pour dénoncer autre chose dont on va parler tout à l'heure. Mais d'abord, voyons qu'est-ce qui caractérise le roman de chevalerie, indépendamment de son contenu, à savoir les récits de faits et de prouesses de chevaliers. Eh bien, le roman de chevalerie, son standard, c'est que c'est un objet trouvé. Alors ça, enfin, c'est un objet trouvé. Mettez des guillemets, parce que bon, j'ai trouvé ça tout à l'heure. J'ai dit, tiens, finalement, c'est un objet trouvé. Et oui, c'est un objet trouvé parce que le roman de chevalerie est présenté comme un manuscrit qu'on a trouvé, qui est écrit en langue étrangère et qu'on a traduit. Voilà la matrice du roman de chevalerie. Donc c'est un objet trouvé et c'est aussi un objet exotique puisqu'il vient d'ailleurs, il est écrit dans une langue étrangère et lorsqu'on regarde la fiction, lorsqu'on regarde ce qu'il raconte, on s'aperçoit aussi qu'il
se passe dans des pays lointains ou dans des périodes, dans des temps reculés. Donc c'est un objet qui est à la fois qui est doublement exotique, quoi, finalement, hein, par toutes ses caractéristiques. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'aujourd'hui on considère comme naturel, on voit des romanciers qui arrivent, ils disent moi j'ai un roman, j'ai écrit, j'ai publié un roman, voilà, je voulais l'acheter, vous le trouvez à la librairie, bon. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et avec l'invention de l'imprimerie, là, on se retrouve devant un problème, à savoir celui de savoir de donner ou pas une légitimité à à la fiction, quoi, finalement. La fiction n'a pas de légitimité en tant que telle. L'histoire, oui, raconter les faits qui sont passés, oui, il faut le transmettre. Mais par contre, la fiction, c'est plus difficile. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'elle soit didactique, c'est qu'elle soit morale, c'est qu'elle soit donc éventuellement, enfin qu'elle ait une valeur autre que le simple fait de raconter une histoire qui serait une fiction. Donc il faut trouver une raison de présenter le roman de chevalerie, il faut trouver une raison de le présenter aux imprimeurs et de le présenter au public. Et cette raison, c'est le manuscrit qu'on a trouvé. Parce que le manuscrit qu'on a trouvé, eh bien, il a été conservé forcément dans des archives. Le manuscrit qu'on a traduit, ben, on ne traduit pas n'importe quoi, c'est forcément un texte important. Et la langue étrangère, en plus, c'est souvent une langue prestigieuse, difficile. Exemple, le grec ou le persan. Donc, le traducteur est aussi, la figure du traducteur est la figure d'un savant, de quelqu'un qui a une compétence. Vous voyez comment tout ça apporte de l'autorité, de la légitimité au fait qu'on puisse soumettre au public des récits qui ne sont pas exactement de l'histoire, mais qui ressemblent à de l'histoire et qui ont la légitimité d'avoir été conservés et donc d'être vénérables. Ce sont des textes vénérables et par conséquent respectables et par conséquent acceptés dans le lectorat de l'époque et par les institutions. La distance aussi dans l'espace et dans le temps a aussi, c'est une façon non pas cette fois de les légitimer, mais de légitimer une certaine forme de crédibilité. On a tendance à être moins regardant pour des choses qui sont passées très loin ou il y a très longtemps. Et ça, dès le roman grec, dès les origines du roman, on trouve cette recherche de l'exotisme et on voit apparaître par exemple une girafe dans un roman d'Héliodore, Théagène et Chariclée, on est aux origines du roman occidental. Une girafe, mais pour nous, c'est le zoo, tout ça, il y en a partout, c'est juste qu'on n'en croise pas dans la rue, mais une girafe, pour les lecteurs de l'époque, c'était aussi bizarre, aussi monstrueux que un dragon, une hydre, la gorgone, enfin n'importe quelle créature, chimère que vous pouvez imaginer. Donc, il y a cette facilité à suspendre l'incrédulité du lecteur et à l'amener à se dire, après tout, c'est loin, c'était il y a longtemps, c'est possible. Bon, je ne veux pas tracer de parallèle avec aujourd'hui, on en trouverait très facilement. Alors, bon, tout ça pour nous amener maintenant à Cervantes, quand même, vous devez vous dire où est-ce qu'il va en venir avec tout ça, mais voilà. Cervantes et le roman... Pardon. Cervantes et le roman de chevalerie. Eh bien, Cervantes va s'appliquer à casser toute cette mécanique. Et pour commencer, le manuscrit, il va lui aussi faire partir son Don Quichotte d'une recherche en archives, sauf que l'auteur qui est censé... Alors l'auteur, les auteurs, il y a toute une nébuleuse. Les auteurs chez Cervantes, c'est une figure multiforme, on ne sait pas qui parle. À un moment donné, c'est un véritable imbroglio. Il y a quelqu'un qui dit « je », mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, ce jeu qui se promène, jeu JE, bien sûr, la première personne du singulier, qui fait son enquête pour trouver le texte, ben, va chercher dans les archives de la Manche, va interroger des témoins. Les archives de la Manche, je ne vous dis pas, mais à l'époque, c'était vraiment... la personne qui lisait ça devait rigoler, quoi, les archives de la Manche. Parce que les archives, c'était au palais royal, c'était pas dans la campagne. Et donc, il va chercher, c'était pas dans une bibliothèque, donc c'est simplement sur les routes, sur les chemins. Il interroge les gens. Et puis, finalement, le manuscrit, il va, à un moment donné,
il n'a plus de matière. Et là maintenant, je m'arrête là. Alors on est au beau milieu d'un duel. Il y a Don Quichotte qui lève son épée pour frapper son adversaire. L'adversaire fait de même. Et puis, arrêt sur image, j'ai perdu la suite. Il n'y a pas de suite. Donc là, nous voilà perplexes. Et finalement, un jour, dit ce fameux jeu dont on ne sait toujours pas qui c'est, je me promenais dans les rues de Tolède et qu'est-ce que je vois? Un manuscrit, alors chez un chiffonnier, vous voyez, on est loin de la bibliothèque ou des archives, chez un chiffonnier, un manuscrit où il y a une gravure où on voit justement donc, la fameuse image et Sancho Panza, enfin tout ça, le narrateur reconnaît les personnages et achète le manuscrit, mais on le lui vend comme au kilo, quoi. Hein, et ce manuscrit est écrit en arabe. Alors, ce n'est pas du tout du grec ni du persan, c'est de l'arabe. Et ajoute le narrateur, siendo muy propio a los de esta nación ser mentirosos, sachant que les Arabes sont tous des menteurs. Enfin, on les connaît comme ça. Donc déjà, c'est mal parti, puisque l'auteur supposé, de par sa nation, mais au sens donc appartenant au peuple arabe, eh bien, est supposé être un menteur avéré. Donc. Enfin, supposé avéré, ça ne va pas ensemble, mais enfin bon, vous l'avez compris. Le traducteur, alors il faut le faire traduire, c'est en arabe. On va trouver un traducteur, alors là, c'est pas du tout non plus un monsieur qui a des diplômes, c'est un morisque. Un morisque, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend l'arabe, et pour cause, c'est un arabe, mais converti au christianisme. Ce sont ces arabes qui sont restés, ces musulmans, pardon, là on peut dire aussi, qui sont restés en Espagne, qui se sont convertis au christianisme pour ne pas être refoulés ou pour ne pas être victimes de tout ce qui pouvait entraîner l'hétérodoxie ou le fait de ne pas appartenir à la religion qui était absolument uniforme. Il n'était pas question d'avoir une autre religion que celle du roi. Cuius regio et ius religio, bon, une seule religion pour un seul pays, pour un seul royaume. Donc, ce morisque, ben, évidemment, c'est un brave homme trouvé dans la rue qui va traduire. Donc, vous voyez, un auteur menteur, un traducteur, bon, un peu douteux, et le mensonge est là déjà qui plane sur le manuscrit trouvé. Et bon, je passe sur le fait que ce morisque a été payé en raisin sec et en je ne sais plus quel. Mais voilà. Alors, ça c'est le premier truc de Cervantes, le premier stratagème pour déconsidérer l'autorité du narrateur, l'autorité de celui qui dit « je vais vous raconter une histoire » et en plus, cette histoire est présentée comme vraie, parce que verdadera historia, c'est une expression qui revient très souvent, hein, la verdadera historia donc de Don Quichotte, etc. Et donc cette histoire vraie est en même temps un mensonge, et la façon dont Cervantes va travailler pour déstabiliser le roman de chevalerie, parce qu'on croyait que c'était vrai, hein, ces prouesses-là qu'on lisait dans les romans de chevalerie. Il y avait des gens qui étaient assez crédules pour tomber dans le panneau, comme il y a aujourd'hui des gens qui sont assez crédules pour, bon, je ne dirais pas quoi, on met des points de suspension, mais bon, vous pouvez les remplir comme vous voulez. Donc, il va utiliser un stratagème qui est l'anachronisme. L'anachronisme, c'est-à-dire que le roman de chevalerie, je vous l'ai dit, se passe dans des pays lointains, des époques reculées. Alors le coup de génie de Cervantes, c'est d'avoir un personnage, Don Quichotte, qui va se doter de tous les ustensiles du roman de chevalerie, mais qui va se trouver déambulé dans un décor qui, lui, est un décor de tous les jours. On est sur les chemins, les routes de Castille, c'est le soleil, c'est... Voilà, la Ruta de Don Quijote, bon, pour ceux qui ont fait un peu de tourisme en Espagne, bon, vous êtes tombé dessus à un moment ou à un autre, forcément. Donc, l'anachronisme, c'est cette espèce de choc entre un environnement et le personnage. Bon, je ne vais peut-être pas m'attarder, je pense que c'est assez facile à comprendre qu'il y a un choc entre ce qui est dans la tête du personnage et ce qui est dans son environnement. Et moyennant quoi, on rajoute à cela une dose de folie intermittente. Don Quichotte est fou, mais pas complètement. Comme disent certains fous, je suis peut-être fou, mais je ne suis pas idiot. Donc il y a quelque chose comme ça.
Et du coup, de temps en temps, quand même, il faut bien dire qu'il a des bouffées délirantes et que là, ça se complique, quoi, parce qu'il est chargé de tous ces ustensiles, mais ces ustensiles, c'est un peu de la dynamite. Quand ça commence à chauffer, ça peut exploser, ça peut faire exploser le réel, ça peut dynamiter le réel. Et alors, il a fallu inventer quand même un procédé aussi, un autre procédé. Il y a une espèce d'antidote pour que, quand Don Quichotte a cessé de délirer, il faut quand même pouvoir reprendre le cours des événements. Et c'est là qu'on a eu recours, enfin que Cervantes a eu recours à quelque chose qui est un peu comme son joker, qui est aussi le joker de Don Quichotte, bien sûr, c'est qu'il y a dans les coulisses des mauvais enchanteurs. Il y a des enchanteurs qui sont là, et donc Don Quichotte voit des géants, et puis tout d'un coup, non, c'est des moulins. Zut, les enchanteurs sont passés par là. Et là, il voit une armée, et puis ça devient des moutons. Et même chose, les enchanteurs sont responsables de tout cela, et ça permet de renouer le fil du récit et de continuer. Soit dit en passant, les enchanteurs, ils lui ont joué un sacré mauvais tour. Don Quichotte, on va voir que Don Quichotte n'est pas le seul à délirer, puisque son entourage aussi s'est mis à rentrer un peu dans sa folie. Et entre autres choses, ils ont fermé la porte de sa bibliothèque, ils ont muré sa bibliothèque, parce que c'est là que Don Quichotte s'empoisonne avec ses livres. Sa bibliothèque est toxique quand elle l'empoisonne, et c'est ce qui lui donne des visions. Et donc, on a muré sa bibliothèque. Alors vous imaginez Don Quichotte qui se réveille un matin, qui cherche partout. Sa bibliothèque, elle a disparu. Bon, l'explication, c'est tout simple. Les mauvais enchanteurs ont embarqué la bibliothèque. Donc, le procédé des enchanteurs sert aussi bien à Don Quichotte pour justifier ses visions qu'à ses amis, qui parfois sont des amis qui le prennent pour cible et qui se moquent bien de lui. Ses amis aussi utilisent des enchanteurs pour lui jouer des tours, et notamment, là, cette bibliothèque murée. Et j'ai même pensé, moi, le jour où j'ai découvert que le chapitre de Don Quichotte avait disparu du bouquin de Gonzalo Sobejano, je me suis dit que ça commençait à bien faire. Bon, alors là, on va entamer un chapitre, on va passer donc de la littérature, du roman de chevalerie, on va revenir à l'histoire, mais à une histoire qui est encore plus invraisemblable, et pour tout dire encore plus imaginée que ne peut l'être la fiction. C'est-à-dire que cette histoire dépasse la fiction, parce que c'est une fiction, ce sont des falsifications. Au moment où Cervantes écrit Don Quichotte, on est dans une période où l'Espagne va travailler, l'Espagne tout entière, mais surtout dans le sud, vous allez voir pourquoi, à refaire une histoire, mais à partir de faux documents, de fausses chroniques, etc. Alors, les falsifications de l'histoire, moi j'ai envie de vous donner la bande-annonce du film, ce serait une bibliothèque qui brûle en Allemagne. Ça commence par là. Une fabrique de faux documents à Tolède. Des chercheurs de trésors à Grenade. Le fantôme de Saint-Jacques qui joue à cache-cache avec Sainte-Thérèse. Et vous voyez que, on dirait un blockbuster, enfin, ça pourrait être la bande-annonce effectivement de cette histoire. Alors, reprenons. Oui, j'ai pas de baleine, mais j'ai fait de mon mieux pour trouver quelque chose pour faire un peu sourire en fin de parcours, à la fin de ce colloque. Donc, pourquoi ces falsifications? Eh bien, il faut imaginer, c'est très différent en Espagne de ce que c'est en France, ou même s'il y a eu des falsifications partout, mais surtout en Espagne, parce qu'il y a une nécessité. Quelle est cette nécessité? C'est qu'il y a 8 siècles d'occupation musulmane. Les Arabes ont mis 8 couches, là, donc de 700 à 492, donc vous voyez, ça fait du temps, et notamment dans le sud. Et donc, il y a une espèce de compétition très vite qui s'établit entre ceux qui sont de los godos, ceux qui... Comment on dit en France? Les Français de souche, je crois, quelque chose comme ça. Bon, enfin, des gens qui sont, vous voyez, qui peuvent montrer patte blanche, dans tous les sens du terme, et puis il y en a qui sont peut-être un peu plus bronzés, et donc l'histoire c'est pareil. Il faut se débarrasser de toutes ces couches d'histoire musulmane pour retrouver les Visigoths, les Romains, bien sûr, et donc pouvoir prouver que notre
notre famille, notre village, notre ville est vraiment à des racines chrétiennes et qu'on n'est pas simplement des convertis. Parce que là, quand on est des convertis, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce travail de falsification, ça va consister à essayer de retrouver, il faut perforer, quoi, hein, creuser ces 8 couches d'histoire et aller retrouver le socle vieux chrétien sur lequel on pouvait s'appuyer. Alors la bibliothèque qui brûle, c'est une bibliothèque qui se trouve à Fulda, dans un monastère. Elle brûle et il y a quelqu'un à Tolède, un certain Jerónimo Román de la Higuera, qui a l'idée géniale de dire « Mais moi, j'ai des copies des documents qui ont brûlé à Fulda. » Ah bon? Ah oui. Et regardez, évidemment, il fournit des copies, mais les copies, sauf que les copies, c'est lui qui les a écrites, il ne copie rien du tout, ce sont des inventions pures et simples, et évidemment, il refait l'histoire à sa façon. Ce monsieur va avoir disons, un grand succès, et il y a des villes qui s'adressent à lui. La ville de Lorca, par exemple, je trouve un document là où on s'adresse à ce monsieur pour lui dire « Est-ce que vous pourriez nous écrire la chronique de notre ville ?» C'est-à-dire que c'est devenu quasiment normal qu'on fasse réécrire son histoire par quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui va trouver donc dans ces documents qui sont des copies, tout ça, il va arranger les choses. Et bon, bref, on a donc tout un foyer de fausses chroniques qui se développe autour de Tolède, c'est-à-dire au cœur de l'Espagne. Et puis on a, là c'est vraiment, là on dépasse les sommets, on a l'invention de reliques, et là je voulais poser la question, est-ce que vous avez entendu certains parler des livres de plomb de Grenade? Ah, il y en a quelques-uns, donc j'espère que vous n'en avez pas trop entendu parler, parce que là maintenant vous allez entendre parler pour de bon, et pendant quelques minutes. Et en tout cas, bon, mais ça prouve que ça commence à filtrer. Au début, quand j'ai eu à travailler là-dessus, en relation avec Don Quichotte, bon, il y avait assez peu de connaisseurs de ces fausses chroniques, et surtout du fait que, donc allons-y, des chercheurs de trésors à Grenade, à la fin du XVIe siècle, donc, ont découvert des ossements qu'ils ont prétendu être ceux des disciples de Saint Jacques. Donc des ossements noircis, bien sûr, comme tous les ossements. Et à côté de ces ossements, il y avait ce qu'on appelait les livres de plomb, donc que certains d'entre vous connaissent, qui étaient des espèces de planches circulaires, d'ailleurs, c'est curieux, donc un livre avec des pages rondes. Et donc, ces documents racontaient un certain nombre de choses, et notamment bon, des choses assez prodigieuses, mais qui avaient à voir essentiellement avec la religion musulmane et la religion catholique. Il y avait par exemple cette sourate du Coran qui est, je crois, citée de temps en temps là, par ceux qui débattent actuellement de ces questions sur les plateaux de télé, à savoir que on raconte que la Vierge est montée au ciel sur la monture de Mahomet, Al-Borak, donc c'est l'ascension de la Vierge, et en compagnie de l'archange Gabriel. Vous voyez comment tout ce petit monde se retrouve finalement, et sans forcément se disputer. Et en fait, c'était là, je laisse percer déjà l'explication, mais enfin bon, n'allons pas trop vite. Alors ça fait un ramdam pas possible. D'ailleurs, c'est depuis ce temps-là qu'on appelle cette montagne, qui s'appelait Valparaíso, on l'appelle Sacromonte. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a construit une abbaye qui s'appelle l'abbaye du Sacromonte, où l'archevêque de Grenade, donc de Castro, était le promoteur de cette grande opération. Et évidemment, il se retrouve à la tête de reliques qui sont fabuleuses. Il y a parmi ces reliques, donc, San Cecilio, qui était un compagnon de Saint Jacques, un disciple de Saint Jacques, et San Cecilio est aujourd'hui encore le patron de Grenade, et on lui rend hommage, bien entendu. Donc, un ramdam extraordinaire, avec une opération immobilière à la clé. On va vendre des lopins de terre sur le Sacromonte, et alors ils font payer évidemment très très cher les villages environnants pour qu'ils puissent venir y poser une croix et pouvoir y organiser des processions. Parce que le sacré est là, tout d'un coup, le Sacromonte, le mont sacré est là sous leur
pieds, sous leurs pas. Et donc, bon, ben, vous voyez tout le parti qu'on peut en tirer. Hein. Aujourd'hui, un promoteur, là, il ne louperait pas l'occasion non plus. Donc, voilà donc ces livres de plomb qui racontent des histoires un peu extravagantes. Et enfin, en tout cas, on peut les qualifier de bizarres. Et ils sont écrits en arabe, pour la plupart, mais il y a des fragments d'espagnol. Alors, j'aurais pas dû dire ça tout de suite, hein, j'espère que vous allez réagir. Des fragments de latin, bon, enfin, et puis des mots incompréhensibles. Enfin, ce sont des textes très très curieux. Alors j'ai dit d'espagnol. Et oui, il y avait des fragments d'espagnol. Et alors là, vous devez vous dire, comment c'est possible, l'espagnol, au 1er siècle, Jésus-Christ, les compagnons de Saint-Jacques, c'est pas possible. C'est pas possible. Ben, c'est ce que se sont dit certains érudits. Mais il y en a d'autres qui ont dit, non, non, pas question. Mais non, mais c'est possible, c'est parfaitement possible. Et on a commencé à développer une théorie du castillan, comme quoi le latin dérivait du castillan. La réalité dépasse la fiction. Bon, alors, puisque l'objet de cette conférence, causerie, c'était aussi de parler des romanciers contemporains, mais il y en a un qui s'appelle Ildefonso Falcones, qui a écrit La mano de Fatima, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est peut-être comme ça que vous avez entendu parler des livres de plomb. Voilà, et en français traduit Les Révoltés de Cordoue chez Robert Laffont, et traduit par Anne Plantagenet. Donc voilà, voilà ce qui se passe, et donc qu'est-ce que ça a à voir avec Don Quichotte? Voy muy mal de tiempo, mais hein, je suis pas très... Mais bon, qu'est-ce que ça a à voir avec Don Quichotte? Bon, et Cervantes dans tout ça, on pourrait dire. Enfin, le pourquoi du comment, je m'étais dit, j'allais le laisser pour la fin, comme ça je me suis dit, je vais les tenir jusqu'au bout. Mais bon, vu que je ne suis pas sûr de finir là où je pensais finir, il vaut mieux que je vous le dise tout de suite. Donc qu'est-ce qui a motivé ces falsifications? Eh bien, c'est tout simple. Il y a eu, peu de temps auparavant, en 1568, quand même, une vraie guerre civile en Espagne. C'est la révolte des Alpujarras, donc justement les révoltés de Cordoue, ce sont les morisques qui se soulèvent contre Philippe II en pensant les malheureux. Moi, ceci, ça me rappelle quelque chose qui se passe là récemment, qui s'est passé récemment, en pensant les malheureux que on va venir à leur secours, que les morts, que les Turcs vont débarquer et les aider à reconquérir l'Espagne. Hein, donc, après une conquête, une reconquête, et puis pourquoi pas une nouvelle reconquête, une nouvelle invasion. Donc, en fait, bon, ça ne s'est pas passé comme ça, ils ont été durement châtiés, et ensuite, ceux qui n'ont pas été tués ou condamnés, etc., ont été dispersés un peu dans toute l'Espagne. Et donc, la couronne d'Espagne a pris conscience, les Espagnols ont pris conscience qu'il y avait là un danger terrible, quoi, et à savoir que cette population morisque, à n'importe quel moment, s'il y avait une attaque venant de l'autre côté de la Méditerranée, ils allaient constituer une tête de pont, et bon, bref, c'était un danger. Et je crois que c'est vrai qu'on pouvait les considérer comme un danger. Et du coup, dans les esprits a germé une idée qui a été celle de dire, ben, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux. Hein, on va les expulser carrément, et ça a été fait un peu plus tard, en 1609. Enfin, 1609, c'est la publication de l'édit d'expulsion, mais ça va s'étager sur plusieurs années, parce qu'ils étaient nombreux. Hein. Jusqu'en 1613, encore, on en déporte, dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Des familles séparées de force. Les enfants, ben, on va les garder, parce qu'on va en faire des bons petits chrétiens. Vous n'avez pas entendu quelque chose comme ça l'autre jour, hein? Bon. On va les garder, on va en faire des bons petits chrétiens, et les autres, on les renvoie chez eux. Sauf que les malheureux, quand ils arrivaient chez eux, le peu d'argent qu'ils avaient réussi à cacher, parce qu'on leur prenait tout, ça aussi, ça rappelle aussi certaines choses. Au moment où les Juifs ont été persécutés, bon, ils pouvaient juste emporter une mallette ou quelque chose comme ça, et ils cachaient là où ils pouvaient. Il y a des trésors enterrés. Il y a même un personnage de Quichotte qui s'appelle Ricote, qui est revenu pour chercher son fameux trésor enterré. Mais bon, donc ces morisques arrivant de l'autre côté de la Méditerranée, la première chose qui leur arrivait, c'est qu'ils se faisaient trucider ou ils se faisaient dépouiller. Enfin bref, c'était le massacre, quoi.
Et tout ça peu après, quand même, qu'en 1492, on ait déjà expulsé les Juifs, qui eux aussi vécu. Encore peut-être c'était moins difficile parce que bon, les Juifs étaient relativement bien acceptés chez les musulmans, alors que les Morisques, on ne savait pas très bien s'ils étaient convertis ou pas. Enfin, en tout cas, et puis on voulait pas d'eux, quoi. Donc on les a dépouillés. Et donc c'est en pensant à cette menace de l'expulsion que des Morisques ont eu une idée géniale. Et c'est là qu'arrive Saint Jacques. Saint Jacques, il est mal en point en Espagne à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais mis les pieds. Et qu'il y a des gens qui commencent à se dire, mais enfin cette histoire de Saint Jacques là, qui est apparue à la bataille de Clavijo, on nous parle de Saint Jacques 800 ans après. Comment se fait-il que pendant 8 siècles, on n'ait pas entendu parler de Saint-Jacques et que tout d'un coup, Saint-Jacques arrive au moment de repartir, faire la reconquête, là. Bon, et puis, effectivement, il y a même des ecclésiastiques et des gens très bien qui ont dit, non, effectivement, et le corps qui se trouve à la cathédrale de Saint-Jacques, désolé pour ceux d'entre vous qui ont fait le chemin, mais c'est pas pour ça, je suppose que vous l'avez fait, mais il y a peu de chance, pour que ce soit celui de Saint-Jacques, et malgré ma promesse, je veux dire, il y a peu de chance pour que le corps qu'on a retrouvé à Madrid soit celui de Cervantes. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc, Saint-Jacques était mal en point. Et surtout qu'il avait une rivale terrible, c'était Sainte Thérèse. Rivale pourquoi? Rivale dans la mesure où Saint-Jacques était considéré comme saint patron de l'Espagne. Mais comme on voyait venir que Saint-Jacques comme espagnol, le Saint-Jacques espagnol ne tenait pas la route, on s'est dit peut-être qu'il vaudrait mieux se débarrasser de Saint-Jacques et mettre Sainte Thérèse, que tout le monde... Sainte Thérèse, elle était morte peu de temps auparavant, elle a été béatifiée en 1592, si je ne me trompe pas, béatifiée seulement, et puis canonisée un petit peu plus tard, 1620, quelque chose comme ça. Donc, c'est la femme qu'il nous faut, et on aura une sainte patronne de l'Espagne. Je ne vous dis pas, les machos, comment ils ont réagi. Quevedo, mi espada por Santiago, enfin, des choses comme ça. Mais on était en pleine querelle du patronat. Et donc, certains morisques, ça c'est comme ça qu'on l'appelait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit rigolo. Certains morisques se sont dit, à nous de jouer. Et ils ont donc fabriqué ces fausses reliques et ces faux livres de plomb de Grenade pour essayer de montrer à la fois que les chrétiens et les musulmans étaient frères en religion, qu'ils avaient finalement les mêmes valeurs, les mêmes dévotions, la Vierge, l'archange Gabriel, etc. Et aussi et surtout, si les documents sont authentifiés, ils prouvent la présence de Saint-Jacques en Espagne. Donc, du coup, ils ont rallié à eux, avec cette falsification, avec ces fausses chroniques, ils ont rallié à eux tous les partisans de Saint-Jacques qui étaient quand même nombreux. Et bien sûr, au moment où tout ça se passe, c'est en 1592, donc on est sous Philippe III, le roi très intéressé, appuie à fond, enfin il y a des tas, disons, parlons pas de l'église et notamment de l'archevêque de Tolède, donc tous ces gens, de Grenade, pardon, et donc tous ces gens-là sont prêts à croire, y compris que le castillan, que le latin dérive du castillan, quoi. Ils sont prêts à tout gober. Parce que ça les sert, bien sûr. Et l'entreprise était une bonne idée en même temps, parce que c'était de dire, essayons de vivre ensemble, les chrétiens et les musulmans. On n'est pas si loin les uns des autres. Mais bon, ça fait long feu. Tenez-vous bien, le Vatican, là, il a attendu 1682, c'est-à-dire quasiment un siècle avant de se prononcer. D'abord, il n'a pas réussi à avoir les documents. L'archevêque de Tolède les a mis sous clé, il y avait 4 clés, impossible de les sortir. Donc, le nonce apostolique s'est cassé le nez, mais petit à petit, quand même, il a fallu lâcher les documents. Et donc, ils sont allés au Vatican, ils ont été expertisés, enfin, on n'avait pas besoin de... En fait, on a fait traîner les choses pour pouvoir dire, un siècle plus tard, alors que les choses étaient apaisées, pour pouvoir dire que c'était des faux. Alors, les documents étaient faux, mais les reliques étaient vraies. Donc, tout le monde, bon voilà, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Les partisans de Saint-Jacques, ils ont la preuve que Saint-Jacques est bien allé en Espagne, et donc l'Église est tout à fait contente, parce que sinon, s'il faut démolir la cathédrale de Santiago et tout ça...
Voilà. Donc voilà. Et Cervantes, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Eh bien, Cervantes, il est à Grenade en 1592, c'est-à-dire au moment où on découvre ces choses-là. Et Cervantes, c'est quelqu'un qui a une espèce de prurite, justement, par rapport au mensonge, par rapport à la falsification. Il va même jusqu'à faire dire à Don Quichotte, ceux qui falsifient l'histoire, on devrait les traiter de la même façon que les faux monnayeurs. Ils devraient être brûlés comme les faux monnayeurs, vous vous rendez compte? Donc il a une hantise du faux. Et évidemment, c'est un peu prémonitoire. Et aussi, dans son récit, il y a non seulement ça, mais il y a dans son récit, dans le Don Quichotte, il y a beaucoup de mentions, d'indices qui renvoient. D'abord, il y a la problématique de l'apocryphe. Il y a le narrateur qui dit: oh, ce chapitre-là, je ne le sens pas. Et donc, le narrateur dit que le traducteur, par exemple, à cet endroit-là, a dit ça ne me paraît pas très bien, je crois que ça doit être un chapitre apocryphe, donc on ne connaît pas l'auteur, donc il y a une falsification là, parce que Sancho Panza ne peut pas parler comme ça, il n'est pas assez savant pour parler comme ça. Donc vous voyez, il y a ce genre de petits détails entre le traducteur, le narrateur qui dit aussi ouh là, vraiment je ne crois pas du tout, enfin c'est pas vrai, mais je le mets quand même puisque c'est mon travail de narrateur. Donc on a toute cette mise en question de la vérité et à l'intérieur du Don Quichotte, et sachant que Cervantes était en 1592 à Grenade, bon, on comprend que très probablement il n'est pas passé à travers. Et toutes ces histoires de manuscrits trouvés dans un coffret de plomb, etc., écrits en arabe, c'est le cas du Don Quichotte. Bon, ben, on sent qu'il y a une... Et j'ai oublié de dire, celui qui a été appelé comme traducteur pour traduire ces livres de plomb de Grenade, c'est l'interprète personnel de Philippe III. Donc vous voyez jusqu'où c'est monté. C'est un certain Miguel de Luna, qui par ailleurs est l'auteur d'une Historia verdadera del rey Don Rodrigo, qui est un tissu d'élucubration. Donc on est en plein dans la fantaisie. Alors voilà, je vous ai donné l'explication que j'avais gardée pour la fin, mais du coup, j'ai un peu perdu mon contact avec Don Quichotte, mais je crois que je vais me rattraper. Il va me rester assez de temps pour dire ce que j'ai envie de dire. Donc on part du principe que Cervantes s'est inspiré de l'histoire, mais surtout des falsifications de l'histoire, aussi bien des fictions qui se présentent comme plus ou moins fondées en vérité, comme le roman de chevalerie, que sur celles qui se présentent comme des documents, et alors que ce sont des soi-disant copies du monastère de Fulda, ou bien des livres de plomb où l'espagnol se mêle à l'arabe et au latin. Donc, en quelques mots, là, pour terminer, dire comment voir Cervantes dans ce travail. C'est une partie qui aurait dû s'intituler Les chemins de la vérité, mais voilà, il m'aurait fallu une autre après-midi pour parler de ces chemins de la vérité. Je crois qu'on est dans un monde qui se dérobe à toute certitude, dans un monde où l'histoire est travestie, où le témoignage est fallacieux, où les preuves peuvent être fabriquées de toutes pièces, où on ne parvient pas à distinguer entre la vérité et le mensonge, enfin bref, dans un monde qui ressemble beaucoup à celui que nous connaissons. Eh bien, dans ce monde, donc, le roman de Cervantes, où pratiquement chaque page est une mise en question, peut être lu comme un formidable appel à une contestation de la vérité établie, cette vérité établie que l'histoire officielle semble avoir confisquée. Sauf que, et c'est ce qui rend le livre de Cervantes insurpassable, c'est que Cervantes ne prétend pas, à travers le Don Quichotte, remplacer une vérité par une autre. Il se contente de la mettre en doute, à la façon de Montaigne. Il suscite un peu la perplexité. Il dit, vous avez vu là, apocryphe peut-être, enfin, là, ça je ne le crois pas. Et puis aussi, il tend des pièges au lecteur. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous raconter, mais il y a des chapitres qui sont construits en forme de chapitres attrape-nigo. Alors vous êtes là, pris par une histoire, c'est une histoire de fantôme, effrayante et tout ça, et puis à la fin, là, la chose se dégonfle, et puis il y a le narrateur qui dit, je vous ai bien vu quoi, hein, donc... voilà. Donc, sa stratégie, c'est celle-là, de mettre en question, et notamment en rendant la vérité questionnable et le plus souvent risible. Risible, ce qui est une façon de la rendre... c'est un sujet de perplexité, et
le fait d'en rire, déjà, ça désacralise, ça enlève de l'autorité. Et c'est là la véritable dissidence de Cervantes, c'est celle-là, c'est de ne pas donner de vérité. C'est ce qui agace les commentateurs, dont je suis évidemment, parce que moi j'aimerais bien parfois savoir qu'est-ce qu'ils pensent exactement sur ce sujet. Alors je crois qu'on y arrive quand même, mais il y a des stratégies qui sont très très compliquées. Et ça agace les commentateurs, et notamment, bon, j'ai vu récemment que certains, évidemment, en arrivent à des lectures réductrices. C'est le cas de Michel Onfray, que j'aime bien par ailleurs, mais qui là, c'est un peu trompé en tirant la couverture. Alors lui, c'est feu à volonté sur l'Église catholique, évidemment, bon, mais chez Cervantes, c'est plus nuancé. Et puis surtout, Don Quichotte ne dit pas que le réel n'a pas existé, comme le dit Michel Onfray. Il dit que le réel n'est pas nécessairement ce que l'on croit. Et là, il y a une espèce de petite fable, je peux raconter l'anecdote parce que je crois que ça va rentrer, elle est très courte. Il y a un épisode dans le Quichotte où un personnage, un barbier, se présente avec son plat à barbe, il pleut. Alors il a son plat à barbe, vous voyez comment est un plat à barbe, même si on ne s'en sert plus aujourd'hui, on les accroche au mur. Et donc il met le plat à barbe sur sa tête. Don Quichotte qui voit ça, se dit « Ouh là là là, voilà une aventure ». Et qu'est-ce que c'est que ce plat à barbe? Pour lui, ce n'est pas un plat à barbe, c'est le casque d'un chevalier, là, un homme particulièrement précieux, le homme de Membrin. Et donc il monte tout un sketch avec ce homme de Membrin, mais d'ailleurs des amis à lui vont rentrer dans le jeu, et le pauvre barbier ne s'y retrouve pas, on va lui prendre le homme de Membrin. Mais enfin, lorsque Sancho en parle avec Don Quichotte, il lui dit oh, quand même, c'est un plat barbe ça, non? Il dit écoute, là, ce qui, toi, eso que a ti te parece vacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino. Y a otro le parecerá otra cosa. Donc, ce qui te semble à toi être un plat à barbe, me paraît à moi être le homme de Membrin. Et à quelqu'un d'autre, peut-être que ça lui paraîtra tout autre chose. Mais c'est d'une très grande modernité. Le monde devient tout à coup sujet à questionnement. Et il n'est pas fixe, il bouge. Et un plat à barbe peut devenir un homme de Membrin. Alors, il faut dire que, et ce homme de Membrin, Sancho, je termine l'anecdote, à un moment, il veut acheter du fromage. Il a ce plat à barbe. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le fromage dans le plat à barbe. À ce moment-là, Don Quichotte vient de rencontrer un chariot avec des lions qu'on amène au roi d'Espagne. Halte, il arrête le chariot et il veut se battre avec les lions. Mais du coup, il appelle Sancho pour qu'il lui amène le plat. Et Sancho n'arrive pas. Donc, il prend le plat, il se le met sur la tête. Et là, perception du réel. Première perception de Don Quichotte, il croit que sa cervelle est en train de fondre. Et puis, deuxième perception, ça sent le fromage. Alors, il regarde Sancho, et donc il lui dit on va s'expliquer. Voilà. Et donc, Don Quichotte n'est pas seulement victime d'illusions, hein, il est aussi, enfin, alors même si on peut penser que les livres toxiques de sa bibliothèque, allez, vous me donnez trois petites minutes, je me rends compte que... les livres toxiques de sa bibliothèque ont pu avoir sur lui des effets comparables à certaines substances hallucinogènes. Je pensais qu'on pourrait peut-être écrire une thèse sur Don Quichotte et le cannabis, mais enfin ça c'est... Mais il est aussi victime de trucage de la vérité. Ses compagnons, et même des gens qui l'accueillent, qui lui font bonne figure, le trompent, quoi. Il y a des trucages de la vérité qui sont sophistiqués, ingénieux, parfois même cruels. Il y a un épisode où Don Quichotte va se retrouver avec un chat accroché à son visage, évidemment, en train de lui labourer le visage avec ses griffes. Donc, vous voyez, c'est pas toujours rose. Sancho, bon, va se retrouver embarqué dans les mêmes tourbillons de trucage de la vérité. Et il va être bombardé, en fait, gouverneur d'une île imaginaire, où il va avoir il va lui arriver toutes sortes de catastrophes, et donc, bien qu'il soit particulièrement, contrairement à ce qu'on attendrait de lui, il est simple, et presque simple d'esprit, et on pensait qu'il allait faire que des bêtises, mais non. Il se comporte très très bien, avec une grande sagesse, etc. Et la plus grande marque de sagesse, c'est que justement, il s'est dit, ouh là là, le pouvoir,
merci. Si c'est ça, j'en veux pas. Et donc, il quitte le pouvoir. Et je crois que il renonce à sa charge. Et je crois que c'est un épisode qu'on devrait suggérer. Donc, plutôt que de leur conseiller la princesse de Clèves.